Maître Benewende Stanislas Sankara est notre invité du jour. Il est membre du conseil d'orientation du mémorial Thomas Sankara. Vous l'aurez certainement compris, avec lui, nous parlerons de l'inauguration du mausolée du mémorial Thomas Sankara et pas que. Nous parlerons également de l'actualité sous-régionale. Bonjour et bienvenue à vous, maître. Bonjour, M. Kaboré. Bonjour à tout le monde. Alors, en marge du dernier Conseil des ministres, on sait que le gouvernement burkinabé a adopté un décret portant création de l'Institut des peuples noirs. Vous le connaissez bien du temps de la Révolution. Comment est-ce que vous avez apprécié une telle décision et quel est le souvenir que vous avez de cela du temps de la Révolution? Je dirais que ça a même trop traîné. L'IPN en abrégé, l'Institut des peuples noirs, est venu sous la révolution démocratique et populaire pour contribuer à redonner au peuple noir du monde leur dignité. Rappelez-vous que déjà au niveau des Amériques, il y avait un intérêt manifeste à ce que la diaspora vivant aux États-Unis avait voulu effectivement faire un retour aux sources. C'est la même chose dans les Amériques latines et un peu partout dans le monde. Mais un institut de cette envergure n'est viable que s'il y a les moyens, les ressources financières, les ressources humaines, mais aussi la volonté politique. Cette volonté politique ayant été affichée sous le président Thomas Sankara, il y avait vraiment un engouement de la part des chercheurs qui pensaient que cet institut pouvait contribuer à faire des recherches pour travailler à une synergie, à un rassemblement de tous les peuples noirs du monde en vue, bien sûr, de défendre leurs intérêts de façon commune, mais aussi réhabiliter, comme je le disais, le noir, la race noire dans sa dignité, parce que c'est la race qui a le plus été brimée. Donc, comme souvenir, je peux dire, il y avait son siège, il y avait déjà des activités qui se menaient, notamment des activités de communication, mais malheureusement, ce n'est pas allé loin. Et quels que soient les plaidoyers qui se faisaient, ceux-là qui sont arrivés sous le président Blaise Compaoré, ce n'était pas leur problème. Et en définitive, l'IPN a été purement et simplement biffé. Aujourd'hui, c'est une fierté pour d'abord les Burkinabés que nous sommes, mais aussi les Noirs du monde entier. Je ne parlerai pas seulement des Africains, de revoir qu'avec le président, le capitaine Ibrahim Traoré, l'IPN renaît de ses centres. Donc espérons que cette fois-ci, ce sera le bon pas pour que cette institution, aux côtés de tout ce que nous avons au Burkina Faso, comme, j'allais dire, structure œuvrant à renforcer donc la cohésion humanitaire, notamment de la race noire, puisse, au plan culturel, au plan civilisationnel, prendre son envol pour notre dignité, mais aussi pour notre prospérité. L'actualité concernant le Burkina a aussi été marquée, on le sait bien, par la date du 30 avril où, de par le monde, on a vu ces personnes qui se sont levées, qui ont célébré un peu l'idéologie, qui ont célébré ce que représentait le capitaine Ibrahim Traoré, non seulement pour le Burkina et pour le continent, qui ont manifesté leur soutien. À côté, il y a eu ce déplacement du chef de l'État en Russie, où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine, et
le chef de l'État burkinabé a demandé un transfert de connaissances. Comment avez-vous apprécié tous ces éléments? D'abord, le 30 avril, comme vous le dites, ça a été pour moi une véritable renaissance africaine. Une renaissance portée notamment par la jeunesse africaine qui croit aujourd'hui qu'un changement de paradigme est possible, qui croit aujourd'hui qu'une révolution africaine est possible en vue d'apporter des changements, j'allais dire, radicaux dans les rapports du monde. Quand je dis les rapports du monde, vous savez que notre évolution politique et institutionnelle a connu beaucoup de vagues. Il y a eu un temps où on parlait du tiers-monde, on parlait des pays du Nord, des pays du Sud, etc., etc. Mais pour moi, le 30 avril, qui a été une mobilisation générale à travers le monde, pas seulement au Burkina, pour soutenir l'engagement du président, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa quête d'une souveraineté africaine, cela a été, si vous voulez, porté par tous ceux qui croient encore en l'Afrique, en sa capacité de renaître et en sa capacité de prendre en main, enfin, son destin et de s'assumer. Je crois que cette politique souverainiste menée aujourd'hui par les pays de l'AES constitue un tremplin. Et je pense que, vu sous cet angle, nous avons besoin aussi d'appui à travers le monde entier. Voilà pourquoi le déplacement du président burkinabé en Russie, c'est la seconde fois qu'il part en Union soviétique. Cette fois-ci, c'était pour célébrer la victoire, j'allais dire, de l'Union soviétique, de la Fédération de Russie, sur le nazisme. Et comme vous parlez de discours, quand on écoute justement le président Poutine, il met l'accent sur la lutte contre le terrorisme et également la lutte contre tout ce qui peut aliéner l'homme. Donc vous comprenez que dans ce sens-là, la présence africaine à travers, une fois de plus, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est d'abord une marque de confiance que beaucoup d'Africains, particulièrement l'AES, portent en tout cas à notre chef d'État, mais c'est aussi la preuve qu'il est sur une dynamique, une vision qui aujourd'hui peut être soutenue par un certain nombre de pays, dont l'Union soviétique, la Fédération de Russie, la Chine, la Corée, Cuba et bien d'autres pays. Comme vous l'avez vu, il a reçu sur place le président Nicolas Maduro. Voilà, Maduro. Donc c'est la preuve que dans ces rapports, le monde bipolaire, où vous avez une partie, les Occidentaux, qui en réalité ne pensent qu'à des rapports de profit, c'est-à-dire d'exploitation, et vous avez de l'autre un monde où des États cherchent beaucoup plus à ce que le monde soit reposé sur des fondements de la paix, de la justice sociale, d'une coopération gagnant-gagnant. Donc, moi je pense que ce déplacement, en tout cas à Moscou, pour la seconde fois, était à point nommé. Et je me rappelle aussi du déplacement en 1985 du président Thomas Sankara, puis en 1986, notamment le 6 octobre 1986. Et vous voyez que octobre 86, 15 octobre 87, presque un an après, Thomas Sankara a été assassiné pour ses prises de position, pour ses acquaintances avec les mêmes pays. Et moi je pense qu'aujourd'hui le Burkina Faso devrait tirer tous les enseignements, toutes les leçons de ces rapports diplomatiques pour se renforcer.
Parce que chaque fois je dis, nous sommes le lead, nous menons un leadership adulé par la jeunesse de plus de 54 pays africains. Donc, c'est pour moi une charge très très lourde. Et on n'a pas droit à l'erreur. Voilà, qui pèse sur les épaules, notamment du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et on n'a pas droit à l'erreur. Alors, maître, on va parler à présent de l'inauguration du mausolée, du mémorial Thomas Sankara. Pour vous, vous le dites, la date du 17 mai est historique pour le Burkina. Que représente justement une telle inauguration pour vous? Le 17 mai 1983, il y a 42 ans. Il y a 42 ans que le président, le camarade capitaine Thomas Sankara avait été arrêté. Le temps ne nous permet pas de revenir en long et en large sur l'histoire des contradictions qui émaillaient malheureusement notre environnement politique de l'époque. Mais en un mot, c'est pour dire qu'on voulait écarter l'aile progressiste et militaire, même politique, qui était notamment dans le gouvernement du CSP. Et le peuple s'est mis debout et a refusé. On ne peut pas parler du 17 mai 1983 sans ne pas parler du 26 mars. Le 26 mars, c'était le grand discours que le président Thomas Sankara a tenu à la place aujourd'hui de la Révolution. Nous autres, on y était. Moi, j'étais déjà à l'université. Donc, nous étions les portes étendards, les branchards, et puis les écriteaux pour dire non à l'impérialisme. Et c'est là, il a dit, quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Effectivement, 17 mai, le peuple s'est mis debout, notamment la jeunesse, et c'est encore le rôle de la jeunesse qu'il faut souligner. C'est pas pour rien, on dit que la jeunesse est un fer de lance de tous ces mouvements-là, de changement, parce que c'est elle qui a intérêt, il y va de son avenir. Le peuple s'est mis debout, et le pouvoir du commandant Jean-Baptiste Ouedraogo était obligé de reculer face à la pression populaire, et le président Sankara a été libéré avec ses co-détenus, dont Boukari Lengani, paix à son âme, et Zongo, si je ne me trompe pas. Et plus tard, la révolution est arrivée le 4 août. Donc mai, juin, juillet, août, en moins de 4 ans, la révolution est venue. Mais tout simplement parce qu'il y a eu une prise de conscience. Il y avait un peuple organisé à travers des partis politiques, à travers des associations, pour soutenir l'aile progressiste, justement, incarnée par le président Thomas Sankara. Donc, commémorer 42 ans après, donc le 17 mai, qui à un moment donné était commémoré sous le vocable de journée anti-impérialiste. Donc, vous comprenez pourquoi le mausolée du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, pour moi, c'est plus qu'une renaissance. Et c'est donc ce qui justifie le choix de la date du 17 mai. Tout à fait. Je pense que ce choix est vraiment justifié parce que c'est le symbole d'une résistance de tout un peuple qui aujourd'hui devrait considérer la date du 17 mai comme une date historique pour notre jeunesse. Qui devrait pouvoir s'en inspirer pour dire à tout moment nous sommes interpellés pour aller de l'avant avec tous ceux-là qui pensent au changement, qui aspirent au bonheur de ce pays-là, tous ceux-là qui luttent souvent au péril de leur vie pour que le Burkina Faso se porte mieux, soit en paix et se développe. Et je crois que ce 17 mai-là, en tout cas, restera gravé dans la mémoire et dans la conscience des Burkinabés et des Africains,
Parce que Thomas Sankara a été enterré avec ses compagnons à la sauvette. Tout le monde a vu ça. Comment on les a jetés à Darnoué. Et comme dirait le philosophe, mort, aujourd'hui il est plus grand que vivant, avec ce mausolée, et rappelons-le, dont l'idée d'abord a été suggérée, recommandée par le collège de sages, à la suite de notre assassinat criminel crapuleux qui était celui de Norbert Zongo. Et quand le collège de sages réalisait les recommandations, s'est saisi, avait suggéré qu'on puisse ériger un mausolée en mémoire du président Sankara. Mais cela, c'est 25 ans après. Si l'idée date d'il y a 25 ans, qu'est-ce qui explique tout ce temps mis pour enfin réaliser un mausolée? Oui, mais c'est simple, parce que celui qui a tué le président Thomas Sankara et ses compagnons, c'est lui qui était au pouvoir pendant 27 ans. Il n'en voulait pas, il n'avait aucun intérêt. Et il a fallu justement ce procès historique qui a judiciairement réhabilité le président Thomas Sankara et ses compagnons. Et ce procès qui a condamné donc l'ex-président Blaise Compaoré et bien d'autres qui ont été, si vous voulez, ceux-là qui ont exécuté le crime horrible, pour que enfin, au plan politique, eh bien, tous les verrous soient levés pour réhabiliter le président Thomas Sankara, non seulement politiquement, mais aussi tenir compte de la marche de l'histoire. La marche de l'histoire a été que l'insurrection, par exemple, de 2014 était une insurrection sankariste. Et il fallait s'assumer jusqu'au bout, et le président, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de le faire. Moi, je pense que 25 ans après, ça a été un parcours du combattant. Beaucoup de gens ont lutté pour que le flambeau ne s'éteigne pas. Et ce flambeau a été remis le 15 octobre 2022 au pouvoir actuel, notamment au capitaine Ibrahim Traoré. Pour vous, quels ont été les grands défis pour la réalisation de ce mausolée? D'abord, le premier défi, il fallait apaiser les contradictions de départ. Il y a eu beaucoup de tergiversations et par la suite, il y a eu, rappelez-vous, le soutien de l'ex-président ghanéen Guy Rawlings, qui est même venu ici pour le lancement de cette idée du mémorial, y compris donc de faire un mausolée. À l'époque, c'était sous le président Roch-Marc Christian Kaboré qui a été très favorable. Rappelez-vous que son ministre de la Culture de l'époque, Tahirou Bari, avait porté au début ce dossier. Des missions ont été effectuées, par exemple à Accra, pour voir le mausolée de Kwame Nkrumah, au Mali également, pour voir celui de Modibo Keïta, si je ne me trompe pas, et bien d'autres. Donc il y a eu des études scientifiques qui ont été menées, et puis ensuite, je crois qu'on a choisi un architecte bien qualifié qui a réalisé donc le mausolée. Donc l'inauguration officielle également, sous le haut patronage de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Donc, vous voyez que c'est au plus haut sommet donc, de l'État que ce mausolée-là a une certaine considération. Mais pour y arriver, je pense qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté qui ont apporté leur concours, leur expertise, et voilà enfin ce mausolée qui sera inauguré ce 17 mai 2025, et le public, notre peuple, les populations, particulièrement de Ouagadougou, sont invités à être témoins, parce que non seulement c'est leur histoire, mais c'est leur lutte. C'est leur lutte. Si aujourd'hui, tous les Burkinabés se sentent fiers, et chacun peut dire je suis Burkinabé, je suis du pays des hommes intègres, c'est à cause de la lutte de quelqu'un qui a donné sa vie. Et aujourd'hui, on reconnaît cela, n'en déplaise à ceux qui n'en voulaient pas, au camarade président Thomas Sankara. Et
à tous ces compagnons d'infortune qui sont tombés le 15 octobre 1987. Donc pour moi, c'est une appropriation populaire qui devrait en principe accompagner cette inauguration officielle du mausolée. Pour vous, quelle a été la contribution des populations à une telle réalisation? D'abord, la population a résisté. C'est la population. Quand je vous renvoyais à l'insurrection, c'est quoi? C'est parce que notre peuple, depuis 2014, voilà, le peuple burkinabé n'a jamais, au grand jamais, digéré, accepté l'assassinat crapuleux du président Thomas Sankara. Rappelez-vous qu'au lendemain du 15 octobre 1987, même la photo du président Sankara, on ne pouvait pas se balader dans les rues de Ouara avec. Mais voilà qu'aujourd'hui, Sankara est magnifié dans le monde entier. Le président Ibrahim Traoré avec, pour son choix courageux d'une option politique en empruntant une voie qui a été tracée par son dévancier capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. C'est extrêmement important. Le rôle joué par notre peuple là a été prépondérant, a été fondamental. C'est parce que ce peuple a résisté et porte le président Thomas Sankara dans son cœur que finalement ce projet est devenu une réalité. Alors, maître, pour cette émission, nous avons prévu parler de l'inauguration de ce mausolée du mémorial Thomas Sankara, mais aussi de l'actualité sous-régionale. Et je vais commencer par le Mali. Le Mali où on a constaté que les choses sont allées assez vite avec des sorties au niveau de Bamako, des sorties d'organisations de la société civile et même de partis politiques. On s'est finalement retrouvé avec une décision des autorités de dissoudre les partis politiques. Vous, en tant qu'acteur qui connaissez, est-ce que vous avez été surpris? Quelle est votre appréciation? Non, je ne suis pas surpris. Moi, je pense que ce qui arrive au Mali, c'est la suite logique d'un certain nombre d'attitudes des partis politiques et des leaders politiques ou d'associations supposées être des suppôts de partis politiques. On dit comparaison n'est pas raison. Voyez-vous par exemple au Burkina Faso, moi je tire mon chapeau aux partis politiques qui sont restés républicains et qui ont compris la mesure de la situation actuelle où on est confronté à la guerre et au terrorisme. Et, par exemple, au Burkina, il n'y a pas eu un acte, à ma connaissance, comme un décret qui suspende ou qui interdise. Mais dès lors que l'autorité politique a rencontré la classe politique pour lui dire « Ne nous gênez pas, laissez-nous travailler parce qu'on veut redresser ce pays », tous les politiciens ont pris acte. Les actes que vous voyez à ce jour posés par des partis politiques, c'est très timide, souvent c'est dans le sens même du social, ou contribuer d'une manière ou d'une autre au renforcement du processus en cours. Parce qu'un parti politique vise la conquête du pouvoir d'État. C'est sa première définition. Ici, le pouvoir d'État est un pouvoir exceptionnel, dérogatoire, j'allais dire, de toute constitution, de l'ordre constitutionnel. Cette prise de pouvoir-là, avec ses ambitions affichées à travers la création de l'AES, devrait amener les partis politiques à se ranger. Mais nous avons compris, par exemple, après le départ du Premier ministre Choguel, qu'on revient sur des accords qui avaient été signés avec la classe politique. On revient sur l'achat de la transition. C'est comme si, de façon insidieuse, dans la perfidie, pour prendre l'expression des militaires, on remettait en cause les premières déclarations qui sont en réalité fondatrices du mouvement révolutionnaire en cours au Mali
avec le général Goïta. Donc, moi je pense que la prise de décision de les dissoudre ici, c'est une décision certainement extrême, mais salutaire, en ce sens qu'il s'agit d'abord de mettre l'ordre. Beaucoup pourraient s'étonner. Un acteur politique que l'on a connu au Burkina qui trouve salutaire une décision. Vous savez, quand moi de dissoudre un parti politique quand j'étais président de l'UNIR, aujourd'hui MPS, quand nous naissions sous le vocable UNIR MS, notre position a toujours été que nous ne sommes pas un parti électoraliste. Nous sommes un parti révolutionnaire. Pourtant, beaucoup se souviennent que vous êtes allé à la conquête du pouvoir. Ah, tout à fait. Nous sommes allés à la conquête du pouvoir par les urnes. Et jusqu'aujourd'hui, nous pensons que, en toute liberté, nous avons des idées que nous pouvons opposer aux autres. Même si nous n'avons pas les moyens financiers pour faire une campagne comme les autres, eh bien, nous avons des idées. Et ce sont ces idées qui nous ont permis de survivre et de nous imposer comme force politique dans ce pays-là. Parce que, effectivement, nous avons fondé un programme que nous avons appelé programme alternatif Sankaris. Et quand nous avons expliqué cela au peuple, le peuple a compris que nous avons plutôt travaillé à un changement radical, à un changement sankariste. Mais les moyens électoralistes, c'est autre chose. Mais quand l'armée arrive, il vous met tous au garde-vous. Et Dieu merci, celui-là qui est arrivé, même si ce n'est pas les armes, et qui a une option politique fondamentalement sankariste, est-ce qu'il y a encore un sankariste pour dire que nous ne serons pas derrière? Puisque ce que nous ne cherchons pas les urnes, quelqu'un l'a obtenu par les armes. Autrement. Oui. Alors, mettre l'actualité sous-régionale, c'est pas que le Mali, et peut-être je vais terminer par là, c'est aussi la Côte d'Ivoire qui connaîtra des élections dans moins de 6 mois si l'on s'en tient, au délai tel que prévu. Jusqu'ici, on connaît les grands absents de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Et jusqu'ici, on assiste au silence du RHDP, candidature d'Alassane Ouattara ou pas. On attend de voir jusqu'en juin. Comment est-ce que vous voyez l'actualité ivoirienne? Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que nous avons créé un parti politique en 2000 qui s'appelait Union pour la Renaissance, mouvement sankariste. Et regardez dans nos textes, dans nos statuts, à l'époque nous avons toujours dit que c'est le peuple lui-même, dans sa marche, dans sa quête d'une alternative là, qui va créer les conditions du changement. Et nous avons dit, nous ne sommes pas un parti électoraliste, mais dans un environnement, dans un contexte de démocratie libérale, nous partons avec comme arme la force de nos arguments. Avec la force de nos arguments, nous sommes parvenus à être chefs de file de l'opposition politique dans ce pays. Et les changements qui ont suivi, interroger l'histoire. Malheureusement, il y en a qui ne regardent plus dans le rétroviseur de l'histoire et c'est mauvais parce que celui qui ne connaît pas son passé ne saura jamais où il va. Est-ce le cas pour la Côte d'Ivoire? Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, ce qui est en train de se faire, nous l'avons aussi connu au Burkina. Et c'est ça qui fait que... Pour vous, on ne regarde pas le rétroviseur en Côte d'Ivoire? Non, on regarde, je dirais, on ne regarde même pas le passé. On ne regarde pas le rétroviseur pour la simple raison que la Côte d'Ivoire vient aussi de loin. La Côte d'Ivoire a connu une guerre civile. La Côte d'Ivoire a trimballé des leaders politiques à La Haye. Donc, cette histoire de la Côte d'Ivoire, elle est encore récente. Nous avons encore en Côte d'Ivoire un feu qui couvre. Donc, il ne faut pas remuer justement ce feu qui couvre là par une manipulation politicienne au nom de ce qu'on appelle, entre griffes, la démocratie. À quoi sert une démocratie si le peuple lui-même est bâillonné? C'est pourquoi je comprends certaines personnes qui disent qu'on ne veut pas de démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas la duperie. La démocratie, ce n'est pas de tromper. La démocratie, ce n'est pas la corruption électorale. C'est ça qui fait qu'on pense en amont qu'il faut travailler à consolider le socle étatique avant justement de
parler de liberté, parce que si vous êtes en guerre, si vous n'avez pas la possibilité de jouir de votre territoire, il est difficile de parler de choix éclairés des dirigeants. Et la Côte d'Ivoire est en train de nous prouver que sa démocratie, en fait, ne sert pas au peuple ivoirien. C'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de prouver, en bâillonnant des candidats potentiels, en manipulant les textes. Nous, on l'a connu. À chaque fois qu'il y avait une élection au Burkina Faso, le code électoral était révisé. Pourquoi? C'était pour gagner. Le parti au pouvoir restera au pouvoir. Il y a eu dans ce pays des scores staliniens, comme on le dit, de 99-98% pour M. Blaise Compaoré, qui modifiait la Constitution quand il voulait. Mais la conséquence a été quoi? Cette insurrection-là. Est-ce que c'est ce que la Côte d'Ivoire souhaite pour son peuple? Moi, je pense que la sous-région ouest-africaine a vraiment besoin de stabilité, parce que le terrorisme qui nous frappe peut frapper aussi d'autres pays. Et nous avons besoin d'unir nos forces, parce que ces peuples ivoiriens et burkinabés ont une histoire, ont une géographie, et ce que nous demandons, c'est de créer une unité d'action pour repousser justement l'idée du terrorisme. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous dis merci, M. Kaboré. Sauf que le temps a été trop bref, me semble-t-il. Le temps était trop bref, mais merci pour votre disponibilité. Et on vous donne rendez-vous très prochainement encore pour d'autres actualités. Merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Merci sur le FM, donc, ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, et bien non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.